fait d'adapter. 2020, c'est l'année de l'Euro de foot et des Jeux Olympiques de Tokyo. Chez les constructeurs automobiles, le programme va aussi être sportif avec une pléiade de nouveautés et la grande course à l'électrique. Aujourd'hui, on vous parle de tous les modèles majeurs qui sont dans les starting blocks. Tous les 15 jours, des voitures, des conseils et de la mauvaise foi. C'est le podcast Automoto. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Automoto, l'émission où il n'y a pas de mauvaises questions et parfois quelques bonnes réponses. Aujourd'hui dans notre magnifique studio, le non moins magnifique Julien Jaudry, le monsieur scoop et nouveauté de la rédaction. Salut Julien. Non, je t'ai plus. Bonjour Andy David. Julien, aujourd'hui nous allons faire le point sur le calendrier des constructeurs pour l'année 2020. Quelles sont les nouveautés qui vont nous faire parler? Que sait-on déjà sur elles? Tiens Julien, déjà, est-ce que tu distingues quelques grandes tendances? Andy, on va rentrer dans une nouvelle décennie, les années 20. Les années 20. Des années folles, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'elles se termineront pas comme les années précédentes. Comme les années 30, ouais, voilà, c'est moins drôle tout de suite. Bon, là, tout de suite, c'est moins drôle. Non, il y a deux tendances qui vont se dégager durant cette décennie. La première que l'on voit d'ores et déjà, c'est l'électrification. L'année prochaine, on le verra, quasiment toutes les marques auront un modèle électrique. Il sera plus question d'une Renault Zoé par-ci, d'une Nissan Leaf par-là, des Tesla inaccessibles. Là, on va avoir de la Peugeot 208 électrique, de la Volkswagen ID3, de hybride classique et hybride rechargeable à foison. Donc ça, c'est vraiment la grosse tendance. À plus moyen terme, c'est le roulage autonome. On en est encore loin. Alors Julien, on va faire comme au collège, on va prendre les marques par ordre alphabétique. Et puisqu'on parle alphabétique, on va commencer par Alfa Romeo. On va avoir quelques modifications mineures sur les Giulia et Stelvio, mais la grosse nouveauté milanaise, c'est le Tonale, même en italien, puisqu'on prononce toutes les lettres. Le SUV compact qui doit faire du bien côté vente. On a eu quelques précisions il y a pas longtemps, mon cher Julien, sur le Tonale. Alors ça s'est précisé au niveau du style. Ce Tonale, on l'avait vu en mars dernier à Genève sous la forme d'un concept car. Très beau d'ailleurs, ça nous avait un peu réconcilié. Ouais, c'était la belle surprise du salon. Il y a quelques semaines, on a eu la surprise de découvrir des photos du modèle définitif, des photos qui ont été réalisées, on va dire, sous l'imperméable lors d'un test clinique. Et on découvre des lignes assez proches de celles du concept. C'est un SUV compact. Ce sera l'un des plus petits de la catégorie face au 3008 et Tiguan, 4,40 m. Et c'est un modèle qui recevra notamment l'hybridation rechargeable avec des moteurs compris entre 190 et 240 chevaux. Non, ça va être une vraie bouffée d'air frais pour Alfa Romeo qui en a bien besoin. Alors on rappelle, les tests cliniques, c'est quand on prend des clients potentiels, qu'on leur montre une future voiture en leur disant, surtout n'en parlez pas, et qu'on teste les réactions, ça vous plaît pas, etc. Et on la met surtout en situation au milieu d'autres modèles concurrents. Les voitures sont souvent débadgées. Et voilà, on teste le premier accueil de ce modèle auprès du public. Et donc là, il y a quelqu'un qui a pris la photo. Et voilà, c'est pas bien. On continue notre périple avec Aston Martin qui sort son premier SUV qui s'appelle le DBX après moult teasers. Ça fait 2 ans qu'on voit cette voiture sous une forme ou sous une autre. Ça y est, on la voit là. C'est la version définitive. Ouais, version définitive. Là, pour le coup, très très différente du concept car qu'on avait vu il y a quelques années. Un gros bébé. Plus de 5 mètres et un moteur V8 d'origine Mercedes puisque c'est le nouvel allié d'Aston Martin. Ça ressemble à quoi? C'est beau déjà? C'est plutôt joli parce que on n'a pas l'impression qu'il fait 5 mètres de long ce SUV. C'est vraiment très bien proportionné. Je m'attendais plutôt à un modèle aux alentours de 4,70 m, 4,80 m. Là, pour dire qu'il est plus long qu'un Audi Q7, c'est vraiment très réussi. Ça devrait plaire aussi aux personnes qui sont fâchées avec les SUV. Sous le moteur. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Il y en aura peut-être même de plus en plus. Je pense que c'est quand même un modèle plutôt orienté confort que sportif pour le moment. Un V8, 550 chevaux, on est encore loin des c'est pas mal, mais il faut quand même le déplacer, ce genre de bête qui devrait peser, 2,5 tonnes, voilà, aux alentours de 2,5 tonnes. On est encore loin des caractéristiques d'un Lamborghini Urus.
qui développe 650 chevaux, mais on compte bien sur Aston Martin pour développer une motorisation plus puissante dans les mois à venir. Ça va coûter combien cette affaire ? Ça va démarrer un tout petit peu moins de 200 000 euros, 193 500 exactement, et ça arrive l'été prochain. Au suivant, 4 anneaux et des surpiqûres, vous l'avez reconnu, bienvenue chez Audi. La principale star, c'est l'A3. J'ai envie de remonter quand j'étais jeune, en 1996. Ah bah moi j'étais déjà vieux en 96. Non, pas tant que ça, mais je me permettrai pas. À l'époque, Ingolstadt avait présenté ce qui était en fait la première compacte premium, donc l'Audi A3. Ouais. C'est toujours la même recette, la 4e génération ? Bah c'est toujours la même recette, c'est toujours une Golf premiumisée. C'est pas péjoratif, hein, mais voilà, c'est un modèle qui repose toujours sur une plateforme de Golf. Donc c'est la Golf 8, hein, Golf celle qui vient la présentée. toute nouvelle. Après, ça demeure l'ancienne plateforme MQB. Là, pour le coup, Volkswagen n'est pas reparti d'une feuille blanche. C'est une plateforme qui donc évolue par rapport à l'ancienne, qui adopte l'hybridation légère 48 volts, qui renforce son offre d'hybridation rechargeable. Sur la Golf, on assiste à l'apparition de blocs de 204 et 245 chevaux, donc on imagine que ces blocs arriveront également sur l'Audi A3, éventuellement une version plus puissante. Et c'est toujours les mêmes recettes au niveau du style. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est toujours une Audi A3. Voilà, c'est toujours une Audi A3. Petit bémol, la disparition de la carrosserie 3 portes. Comme sur la majorité des compacts, qu'elles soient généralistes ou premium. Disparition de la silhouette 3 portes, probablement du cabriolet. En revanche, toujours une carrosserie 4 portes sedan, suppléée par une berline basse de type CLA, donc ça devrait être pas mal. C'est la nouveauté de cette génération. Voilà, c'est la principale nouveauté, c'est qu'on va avoir la berline basse. Tout à fait. Sinon, chez Audi, on est un peu stylo, non ? D'un côté, on a des déclinaisons de l'e-tron électrique. Et de l'autre, on a un gourmand RS8. Ouais, on peut pas en vouloir à Audi. Hein. Tous les constructeurs font ce grand écart. Alors, c'est quoi les déclinaisons de l'e-tron ? Donc, l'e-tron, hein, c'est le gros SUV électrique. Voilà, hein. Gros SUV, environ 4,90 m. 80 000 euros, je crois, en entrée de gamme, c'est ça ? Ouais, aux alentours. Et la nouveauté, c'est l'arrivée de l'e-tron Sportback. Vous reprenez l'e-tron, vous lui abaissez son pavillon avec une fuite un peu plus plongeante à l'arrière. C'est ce qu'on appelle les SUV coupés. Hein. Voilà, exactement. C'est plutôt réussi esthétiquement. Quelques petites améliorations au niveau des motorisations, mais c'est sensiblement les mêmes que l'e-tron. Et second modèle e-tron qui arrivera un peu plus tard, plutôt en fin d'année 2020, c'est le Q4 e-tron qu'on avait vu lui aussi en mars au Salon de Genève. Un modèle plus compact pour des chiffres de vente beaucoup plus ambitieux. Un modèle aux alentours de 4,50 m, la taille d'un Q3. Audi Q3, exactement. Ouais. Le RSQ8 en quelques chiffres, juste pour donner la mesure. Alors, on est un poil en deçà des caractéristiques du Lamborghini Urus. Lamborghini qui fait partie du groupe Volkswagen, comme Audi. On va dire les pièces sont communes. Hein, Voilà, mais il faut laisser le leadership à Lamborghini. Donc, quand même. Ce RSQ8, il adopte tout de même le V8 de Lamborghini dans une version légèrement dégonflée. 605 chevaux, 1,0 à 100 abattu en 3 secondes 8. Voilà, c'est le plus gros mastodonte de la gamme Audi. On reste dans le Land de Bavière, on va chez BMW. Là, on se remet à l'électrique, qu'on avait un petit peu abandonné après l'i3 qui était sorti en 2013. La nouveauté, c'est l'iX3. C'est juste un X3 électrique ? Alors, oui, c'est autre chose. Ce n'est pas péjoratif dans votre bouche, Andy David. Juste. Oui, c'est. Alors, il a pas de prénom. C'est vrai que. Non, pardon. C'est juste. Effectivement, ce sera une adaptation du X3 thermique qu'on connaît, qui est sorti il y a très peu de temps. L'avantage, c'est que ça va permettre à BMW de proposer d'emblée un modèle moins cher que la concurrence, qui est Mercedes. EQC. Mercedes EQC. Jaguar e-Tron, Jaguar 1. Là, on va avoir un modèle plus compact, avec surtout un moteur plus modeste, l'équivalent de 270 chevaux, alors que la concurrence
C-Sharp avec 400 chevaux. Là, voilà, BMW veut proposer un modèle qui sera beaucoup plus attractif, pardon. Moins cher, logiquement, je l'espère, entre 60 et 65 000 euros tout de même. Et voilà, on sait que l'électrique, ça demeure cher, surtout chez un constructeur premium. Au niveau de l'esthétique, on reprend quasiment les mêmes codes que le modèle thermique du X3, avec cependant des boucliers un peu plus aérodynamiques, une calandre légèrement revue, mais on reconnaîtra quand même le style du X3. Alors c'est marrant, ça, réflexion à la volée. La 208, on a une version thermique électrique qui se ressemble. Le X3, on va avoir une version électrique thermique qui se ressemble. C'est fini la singularisation de l'électrique ? Pas vraiment, puisque on remarque que Volkswagen, par exemple, développe des bases spécifiques à l'électrique avec la famille ID. Ces modèles ne connaîtront aucune variante thermique. Il faudra faire... Il y a deux choix, quoi. Voilà. Il y a deux routes et pour l'instant... Il y a deux écoles. Il faudra faire le bilan dans quelques années pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Il semblerait que, d'après ce qu'on voit sur une 208, il semblerait que ce soit une bonne idée parce que les caractéristiques sont très bonnes par rapport à une Zoé, par exemple, de Renault, qui est exclusivement dédiée à l'électrique. Donc non, il y a quelques années, on trouvait bizarre effectivement le fait d'adapter une thermique à l'électrique. On se disait tiens, c'est du bricolage. Alors ça l'était peut-être sur une Golf précédemment. Là, vraiment, sur une 208, on repart ils sont partis de zéro. Ils ont vraiment réfléchi la chose en tant que véhicule qui soit capable d'être thermique et électrique. C'est le cas pour le BMW X3 et c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça va probablement permettre d'abaisser les coûts de production puisqu'il sera fabriqué sur la même chaîne que le X3 thermique. Il faudra faire le bilan vraiment dans quelques années. Dans les showrooms BMW, on va aussi découvrir une nouvelle série 4. C'est la version de série de ce concept assez joli qu'on a vu à Francfort. Assez joli. Assez joli, si on enlève le nez. Vous n'en parliez pas avec ces mots-là, Andy David. Non, en enlevant l'avant. Voilà. C'est entre guillemets, c'est la voiture qui a envie de rayer le parquet, avec ses grandes dents. Les haricots géants. Les haricots géants, pardon, qui ont vraiment envie de manger la route. Voilà, c'était l'identité de ce concept car à Francfort à l'automne dernier. Il semblerait que le modèle de série reconduise ces haricots. Voilà, il va falloir s'y faire. La question c'est où BMW intégrera la plaque d'immatriculation. Voilà. Sur le côté, comme chez Alpha. Pourquoi pas. Je sais pas. Voilà. En tout cas, la série 4, c'est l'extrapolation de la série 3. Ça va être le dérivé coupé, le dérivé berline basse 4 portes, également le cabriolet et surtout la tonitruante M4. On a vu récemment une série 1 traction avec des 4 cylindres. Ce sera pareil sur la série 4 ? Non. La série 4 demeure une propulsion. Heureusement, fort heureusement, elle sera également disponible en 4 roues motrices X-Drive. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez retrouver plus de précisions et les images de ces voitures dans l'actuel numéro d'Automoto qui se trouve chez votre buraliste, kiosque, bar tabac préféré. De même, tout cela est disponible sur auto-moto.com. En revanche, vous ne verrez pas tout ça dans Automoto le dimanche matin sur TF1 puisque, vous le savez peut-être, ce n'est pas la même crèmerie que nous. C'est toujours utile de le rappeler. Sur ce, nous allons chez Citroën. 2019, ça a été plutôt calme pour les chevrons, qui se sont surtout concentrés sur la montée en puissance du C5 Aircross. Et en 2020, on pourrait avoir une surprise, le retour de la Citroën GS. Alors, ce n'est qu'une supposition pour le moment. Qu'est-ce que vous nous racontez Supposez à haute voix, s'il vous plaît. Il y a quelques années, rappelez-vous, Citroën dévoilait le concept CX-Experience. C'était une expérience. Voilà, c'était une expérience pour tester cet éventuel retour à ces appellations oubliées chez Citroën, CX, GS, DS. Alors DS. Non, DS, non, on peut pas. Non, voilà, malheureusement. Il se pourrait. D'où tu tiens cette histoire alors, déjà. Il y a quelques semaines, la direction du marketing
a lancé un message sur LinkedIn en la personne d'Arnaud Belloni, le patron du marketing, qui annonce qu'en 2020, GS sera le nouveau cool en 2020. Déjà le terme The new cool. Ok, déjà Voilà. le terme cool, on va en reparler. Mais Voilà, bon, voilà, le nouveau cool, en associant cette phrase avec des photos de la GS originelle. Est-ce qu'il y a un message à travers cet effet d'annonce? Il faut dire que l'année prochaine, la GS fêtera ses 50 ans, donc c'est peut-être simplement pour donner un avant-goût de ces festivités. Mais ça fait quelques années qu'on entend dire que Citroën réfléchit à un nouveau système de nomenclature pour ces nouveaux modèles. La C4, qui est sortie du catalogue en 2018, a terminé sa carrière en toute discrétion. En toute discrétion. C4 Cactus. La C4 Cactus. Enfin, la C4 Cactus qui est devenue la C4. Voilà, oui, entre guillemets, c'est un échec. Est-ce que Citroën a envie de continuer avec ces appellations ? C'est pas certain, et mon petit doigt me dit que la GS pourrait revenir. Donc on va voir GS. Alors la citadine va s'appeler Hélène. LNA même. Exactement. La CX. Mais oui, on va peut-être retourner en concession pour commander BX. des. Ah non. Alors ça, par contre, j'y crois pas trop. Peut-être pas exagérer des ZX non plus, ni des AX. Mais pourquoi pas Oui, pourquoi pas. Alors donc ce que tu nous dis aussi, c'est que en gros, on va avoir une C4 GS ou enfin en tout cas, il y a une compacte qui arrive et que c'est peut-être celle qui va. Alors c'est quoi cette compacte ? Cette GS. Ce sera une compacte qui ne reposera pas sur la même plateforme que la future 308. Ce sera une extrapolation de la plateforme de la nouvelle 208, éligible à l'électrique, mais pas à l'hybridation rechargeable. Donc on aura chez PSA, au sein des deux marques françaises, une offre complémentaire, full électrique d'un côté, en plus du thermique, et hybride rechargeable en plus du thermique, côté Peugeot. Donc cette GS, ou cette C4, on ne sait pas encore, elle aura la lourde tâche de remplacer cette C4. Donc ils ont un peu disparu du créneau des compacts, ils étaient bons derniers au niveau européen en termes de chiffre de vente. C'était pas glorieux. Là, il y a de nouvelles ambitions. Il y a aussi la volonté de la part de Citroën de revenir à des berlines. Donc pourquoi pas une CX l'année suivante pour remplacer la C5 et pourquoi pas garder les appellations C3, C5 Aircross pour les SUV, vraiment différencier les deux gammes. Ce ne sont, je le rappelle, que des supputations. Cette GS, elle ressemble à une GS ? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Non. Le style Robert Opron. Non. L'aérodynamisme. Il faut faire les le satellites deuil. de la GSA. Non, il faut faire le deuil de tout ça, n'en déplaise aux citroënistes. Par contre, on espère qu'elle reprendra le style qu'on avait vu sur le concept C-Experience de 2016, qui était vraiment très très réussi. On rajoute un petit mot sur la C3. Ouais, la C3 citadine qui va avoir un petit restylage. Ouais, elle devrait profiter d'un restylage. Petite mise à jour ou gros replâtrage. On sait pas trop pour l'instant, mais là encore, on espère une calandre légèrement modifiée avec pourquoi pas des signatures lumineuses dans le prolongement de cette calandre. Pas sûr que Citroën offre un restylage aussi profond pour sa citadine, même si elle en aurait bien besoin, car la concurrence est rude face aux nouvelles 208 et Clio. Et Corsa. Et Corsa, exactement. Ils sont aussi dans le même groupe. Puisqu'on termine le chapitre Citroën, on en profite pour glisser une petite pensée pour notre ami Thierry Astier, dont on se demande vraiment ce qu'il aurait pensé de cette nouvelle GS. Parlons de Dacia, à présent. La 4e marque sur le marché français doit présenter une voiture assez emblématique, c'est la nouvelle Sandero. Ouais. Quoi de neuf, monsieur Jodry ? Et ça pourrait être assez révolutionnaire, et je pèse mes mots pour cette Dacia Sandero. Nous sommes en 1788. Non, pas à ce point, non, les têtes ne vont pas tomber. Les anarchistes. Les têtes ne vont pas tomber, mais ce qui ressort des prototypes qu'on a vu rouler, c'est que cette Sandero se rapproche vraiment de la physionomie de la nouvelle Clio. Il se murmure qu'elle reposerait sur la même plateforme. Donc Clio 5, pas Clio 4. La plateforme CMFB. Pour rappel, l'actuel Sandero repose toujours sur une extrapolation des plateformes de Clio 2 qui remonte à 98.
Donc je sais pas si Patrick Lequaimont. c'est vraiment, on a encore une vieille bagnole, si je puis dire. Permettez-vous. Allez-y. Ah oui, mais en termes de crash test, c'est pas brillant. Hein. On ressent ces entrailles qui sont vraiment d'un autre âge. Donc c'est une Clio. Là, Quoi. cette cent d'euros, ce serait une voiture qui aurait quasiment tout de la nouvelle Clio. Alors, on se demande comment Dacia va réussir à tenir ses tarifs sous la barre des 8 000 € en entrée de gamme avec cette nouvelle plateforme. Il se pourrait, dans ce cas, que la voiture renonce à certains éléments, notamment de sécurité passive, tous les éléments de déformation, d'absorption des chocs en cas d'accident. Voilà. Est-ce que cette Dacia sera à la hauteur d'une Clio ? On se demande également. On sera pas loin, quoi. On sera pas loin. Et la question, c'est est-ce qu'elle proposera l'hybridation ? Parce que Dacia va peut-être y venir. Pour la première fois chez Dacia, on aurait une voiture hybride. C'est possible. C'est pas encore sûr. C'est pas sûr, mais elle vient d'où la techno de chez Renault ? Tout à fait. Parce que là, on va avoir une Clio hybride classique, qui arrive. Ouais, e-tech, moteur e-tech qui cumulera environ 140 chevaux. C'est un système très ingénieux qui nous promet des tarifs assez bas. Pour le prix d'une Clio diesel, vous allez pouvoir rouler en Clio en hybride. À la manière d'une Yaris, ce sera pas de l'hybridation rechargeable, je le précise. Et pourquoi pas voir cette technologie arriver sur une Sandero pour proposer de l'hybridation à un coût moindre. Faut maintenant qu'on parle de DS et on en profite pour passer un petit coucou à notre auditeur Patrick qui s'est plaint du traitement qu'on a fait récemment à sa marque favorite. La nouveauté en 2020, ça sera la DS8 ou DS9, mon cher Julien. Là encore, c'est une bonne question. Ces derniers temps... C'est une grande berline avec une trajectoire déjà un peu complexe. Hein. Ouais, c'est une voiture qui aurait dû être présentée il y a quelques mois déjà. Il faut savoir que DS et PSA en général prennent le bouillon en Chine. Les ventes sont en berne. Ça se compte en seulement quelques milliers d'exemplaires écoulés sur le sol chinois. Finalement, on se rend compte que les DS se vendent mieux en Europe. C'est assez paradoxal parce que ce sont des modèles qui ont quand même été développés pour le marché chinois. PSA est en pleine restructuration. Il y a des ventes d'usines qui se font parce que les usines sont sous-exploitées en Chine. Largement sous-exploitées. Il y avait, je crois, 400 000 unités potentiellement produites, alors que ça plafonne à quelques milliers d'exemplaires. Donc c'est un échec total pour PSA qui restructure, qui devrait probablement transposer la chaîne de production de cette DS8, DS9 dans une autre usine. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc la voiture devait être fabriquée en Chine. Elle le sera. Elle le sera, à Wuhan. Elle le sera, ouais, tout à fait. Où exactement, on ne sait pas encore. Et le paradoxe, c'est que cette DS8, DS9, elle pourrait être présentée finalement dans un salon européen à Genève en mars. C'est ce qui se murmure aux dernières nouvelles. Que dire de cette voiture ? Oui, on rappelle, alors c'est quoi la DS8/9 ? Alors, on sait qu'en Chine, elle s'appellera DS9 parce que la voiture a été surprise, photographiée et on y a décelé le monogramme DS9 sur la malle arrière. Pour l'Europe, elle pourrait être nommée plus sobrement DS8. C'est un modèle très grand, finalement. On pensait qu'elle serait aussi longue qu'une 508 chinoise, qui est déjà plus longue que notre 508. Notre 508 fait 4,75 m. La 508L chinoise fait 4,85 m de long. Et on apprend via des documents secrets que cette DS9 mesurera 4,93 m. Donc finalement, c'est assez ambitieux. C'est une grande auto, oui. Ouais, c'est la taille d'une BMW série 5 ou d'une Mercedes classe E. Donc voilà, il y a une vraie ambition de la part de cette voiture qui proposera beaucoup de place à l'arrière, ce qu'affectionne la clientèle chinoise. En revanche, la question, c'est les motorisations. Il se murmure qu'en début de carrière, elle plafonnerait à seulement 260 chevaux. C'est pas énorme, via un 4 cylindres hybride rechargeable. On espère
que des motorisations plus conséquentes arriveront par la suite, parce que la clientèle sur ce type de déjà voiture, voilà, déjà. Elle réclame des motorisations statutaires et surtout dans la mesure où la 508 va bientôt proposer 300 chevaux en hybride rechargeable et même 360 chevaux l'année prochaine, on en parlera un petit peu plus tard. Donc pourquoi pas l'arrivée d'une telle cavalerie sur DS8 DS9 à plus long terme. Alors la parole est à la défense, on va écouter Yves Bonnefond, le patron de la marque, que j'ai interrogé lors de la présentation de l'équipe de Formule 1 DS Techeetah. DS est champion sortant dans la discipline. Oui, on en parle pas assez d'ailleurs. Ça se passait à l'Hôtel Molitor à Paris il y a quelques jours et il nous confirme qu'il y aura bien une nouveauté dans la gamme en 2020, mais il veut pas nous dire laquelle. Le petit coquin. Bon, on l'écoute. Quel est votre premier bilan depuis la commercialisation du DS3 Crossback ? Alors on est très content des commandes sur DS3 Crossback. Ici en France, la voiture est en tête de son segment avec plus de 50% de part de marché dans le segment devant ses deux concurrents que sont Audi Q2 et Mini Countryman. Et donc je pense que ça montre encore une fois qu'il y a une attente pour des voitures haut de gamme françaises. Quand verrons-nous cette grande berline DS9 ? Alors j'ai promis que nous révélerions une voiture par an et donc nous allons révéler une voiture en 2020. Donc tenez-vous prêts, nous vous inviterons le moment venu. Quel est le plan produit électrifié à venir ? Alors l'engagement que j'ai pris, c'est que l'ensemble de nos modèles seraient électrifiés à partir de 2019. Donc aujourd'hui c'est le cas avec DS7 Crossback e-Tense, DS3 Crossback e-Tense et désormais tous nos lancements auront une version électrifiée. Et puis on va passer ensuite à une deuxième étape à partir de 2025 où nous ne lancerons plus que des versions électrifiées. Donc plus de versions purement thermiques chez DS qui soient lancées après 2025. Toutes nos voitures auront au minimum 50 km de mode zéro émission, tout simplement parce que nos clients premium, ils ne veulent pas de limitation sur leur liberté de mouvement. Et on peut penser que certaines grandes villes en Europe ou d'ailleurs dans le monde, vont restreindre l'accès des centres-villes aux véhicules thermiques en demandant qu'en fait les voitures soient en mode zéro émission quand elles rentrent en ville. Pour cette raison, on a mis d'ailleurs sur DS7 Crossback un petit témoin bleu sur le rétroviseur que tout le monde peut voir qui montre que la voiture est bien en mode électrique. Et donc, à partir du moment où quelques villes vont adopter cette réglementation, le marché peut basculer très rapidement parce que les clients premium, beaucoup d'entre eux vivent dans les grandes villes, beaucoup d'entre eux travaillent dans les grandes villes et ils veulent tout simplement pouvoir rentrer et sortir sans limitation. Et donc je pense que le marché peut basculer en fait très rapidement. De retour dans notre studio, nous allons évoquer une annonce qui nous a surpris il y a quelques jours. Il s'agit de l'arrivée de la Ferrari Roma. Je prends des cours d'italien tous les mercredis, mais j'arrive toujours pas à faire un R correct en italien. Et il y a une bonne partie de nos confrères qui a parlé d'une nouvelle Dino. C'est valable comme comparaison, Julien ? C'est le modèle qu'on attendait depuis quelques années. On entendait parler de l'arrivée d'un petit modèle Ferrari, petit entre guillemets, disons une entrée de gamme, un retour effectivement aux sources pour une éventuelle Dino. Finalement, on se retrouve avec plutôt une extrapolation coupée de la Portofino, le cabriolet d'entrée de gamme. Ça demeure un modèle, un moteur V8. Alors que initialement les dinos roulaient au V6. Donc finalement c'est un moteur d'ailleurs qui est plus puissant qu'une Portofino, 20 chevaux supplémentaires pour 620 chevaux. Donc voilà, c'est une entrée de gamme qui va quand même coûter assez cher. C'est pas encore un modèle de démocratisation pour Ferrari. Roma après Portofino, est-ce que Ferrari copie Seat en choisissant des noms de villes ? J'ai bien l'impression, je trouve ça assez élégant. Voilà, Ferrari, Roma. Déjà, la 550 Maranello, la 360 Modena. On tournait plutôt autour de du fief dans historique. l'Émilie-Romagne. Ouais. Là, voilà, on s'éloigne un petit peu. Ouais, alors Ferrari Venezia, Ferrari Firenze, Ferrari. On n'aura peut-être pas de Ferrari Turin, non, j'y crois pas. Non. Peut-être pas. On continue notre promenade dans notre salon virtuel, puisque de toute façon, les salons automobiles, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, on fait le salon virtuel. Ils vont devenir de plus en plus virtuels, ouais, j'en ai bien l'impression. On va chez Ford. Oui. Youpi, on a une nouvelle Mustang. Je sens un ton, un brin. Mais en fait, c'est un SUV électrique. Oui. Donc Mustang, ça devient une marque. Oui, ne cherchez aucun logo Ford sur cette. Elle s'appelle Ford quand même.
Alors j'ai l'impression qu'elle s'appelle toujours Ford. Hein. D'ailleurs, le coupé Ford Mustang s'appelle toujours Ford. S'appelle Ford. On ne décèle aucun logo Ford sur le coupé, mais voilà, on l'appelle toujours Ford Mustang. Là, la dénomination officielle de ce SUV, c'est Ford Mustang Mach-E. Ouais, alors c'est Mach-E, hein, c'est pas comme les sushis, spécialités japonaises. Non. On est sur un SUV de 4,71 m de long et on a la sensation d'une physionomie proche de celle du modèle Y de Tesla, qui sortira en fin d'année, voire 2021. Ouais, d'ailleurs, à l'intérieur, c'est un copier-coller de Tesla. Hein. Ils ont mis un énorme écran vertical au milieu. Tablette de 15,5 pouces au milieu, un cockpit totalement dégagé, sobre. Ouais, là, on est presque face à une copie de Tesla. C'est un peu gênant sous certains angles, je dois dire. De plein profil, on dirait une Tesla. Alors, ça ressemble à une Mustang ou... Dans certains détails, effectivement, le regard, surtout les feux, voilà, des petits effets de style, des gimmicks. Mais ça a quand même rien à voir avec le modèle légendaire. Ça plaira pas à tout le monde. Oui, les Mustanguistes vont pas être... Non, je les vois pas rouler là-dedans, non. Ouais, donc là, clairement, on vise le Tesla Model Y, quoi. C'est ça. Exactement, avec les tarifs sont... Les tarifs n'ont pas été révélés. Je crois qu'on est aux alentours de 50 000 € en base. Surtout une grosse proposition de motorisation. Oui. 258 à 465 chevaux. C'est des motorisations de sportives. Hein. Là, pour le coup, c'est fidèle à l'esprit Mustang. Et c'est le même système que chez Tesla. C'est soit un moteur sur le train avant, soit deux moteurs à l'avant, à l'arrière. Hein, exactement. 2 roues. Et grosse batterie avec grosse autonomie aussi, on nous promet. Ouais. Alors, j'ai pas, je n'ai pas. Pas en tête, mais c'est des gros scores. Mais des gros scores, ouais. Et le reste chez Ford, parce qu'il y a quand même quelques nouveautés, c'est un petit peu compliqué pour l'Oval Bleu. Hein. Ils ont annoncé la suppression de 12 000 emplois en Europe, majoritairement en Allemagne et en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, il y a aussi le Brexit qui est dans l'équation. Il y a d'autres nouveautés, non? Il y a pourtant il y a pas mal de nouveaux modèles. Le Kuga qui arrive en début d'année avec une offre très très importante en hybridation, de l'hybridation légère, de l'hybridation rechargeable. Également l'Explorer qui arrive en hybride rechargeable et plus proche de nous le Puma qui vient d'être lancé, qui profitera d'une déclinaison ST sportive aux alentours de 200 chevaux dans le courant de l'année. On rappelle le Puma, hein, c'est plus un petit coupé, c'est un concurrent du Renault Captur et du Peugeot 2008. Ouais, plus rien à voir avec le petit coupé des années 90. Tiens, j'ai envie qu'on fasse un petit point sur Maserati, parce qu'on en parlera. Et allons-y. On a récemment vu un objet non identifié au Trident qui se promenait du côté de Modène. Oui, alors sais quoi. On l'a surpris. Disons que Ferrari a surpris Maserati, a surpris sa propre voiture. Ça alors. Oh tiens, notre prototype qui se les balade. gens du marketing, ils sont incroyables. Voilà, c'est une fuite organisée. Maserati a balancé des photos de son prototype camouflé via son propre canal de communication. Donc voilà. Ils sont drôles les constructeurs automobiles parfois. Hein. Non, parce que c'est un sacré scoop. Donc la surprise là, pour le coup, c'est que c'est un coupé strict de place à moteur central arrière. On n'avait pas vu ça depuis les années 70 chez Maserati. L'autre nouveauté, c'est donc c'est comme la Corvette. Le moteur avant, il passe à l'arrière. Enfin, il passe en centrale arrière. D'une certaine manière, oui. Les sportives à moteur avant, comment ça? Voilà, donc c'est vrai qu'on était plutôt habitué à des coupés GT, Grand Tourisme chez Maserati ces derniers temps. Là, on arrive sur un modèle résolument sportif avec un moteur 100% maison. On connaît pas encore ses caractéristiques, mais le Trident affirme l'arrivée d'un moteur avec un système de combustion innovant. Il faut dire que Ferrari a abandonné Maserati. Il ne livrera plus ses gros moteurs à Maserati. Donc il faut que Maserati se trouve un plan B pour ses futurs modèles. Oui, on rappelle, Maserati, ça fait partie du groupe Fiat Chrysler qui est en train de se marier avec PSA. Ouais, et donc on rentre Ferrari n'en fait pas partie. Une grande famille, et Ferrari est maintenant complètement en dehors du groupe. Tout à fait. Il a sa propre vie. Ferrari est tout seul. Maz, c'est toujours un peu en dents de scie, les ventes, je regardais tout à l'heure. 6 000 immatriculations dans le monde en 2012.
Ah, c'est compliqué de rivaliser avec Mercedes, Audi, BMW qui ont un potentiel énorme pour mettre à jour les voitures, toujours proposer des évolutions. Il y a peu de moyens chez Maserati. Il y a quand même un grand SUV qui arrive, le Levante. Il y a un petit SUV qui arrivera bientôt. L'année prochaine, il y a l'hybridation rechargeable qui arrivera sur la Ghibli et également un coupé 100% électrique. Donc je redonne les chiffres, hein, c'est 6 000 immatriculations en 2012, 46 000 en 2017, donc on peut se réjouir de cette progression. C'est quand même fois 7-8. Et la tendance est de nouveau baissière parce que une fois que le Levante a été présenté, ça pour le moment, mais il y aura une grosse actualité l'année prochaine. Bon, Julien, tu veux qu'on tourne la page de pub maintenant ? C'est parti, vous nous faites le jingle à la bouche? Non, je vais en trouver un propre. Ah bon, très bien. Dans mes archives lointaines de VHS. Oh, je vous fais confiance. Stevie, dis-moi, comment fais-tu pour que Cynthia n'ait Dieu que pour toi ? Mais, Ronnie... Pourtant, je suis aussi bien coiffé que toi. Et moi aussi, je porte de beaux costumes. Mais, Ronnie... Et pourtant, Stevie, ça fait 24 épisodes que Cynthia me regarde sans me voir. Mais, Oh, flûte, à la fin, Stevie, dis-moi ce que tu as de plus que moi. Pourquoi ? Stevie avouera-t-il à Ronnie qu'il possède une ZX Miami super équipée à partir de 66 100 francs ? On revient sur les nouveautés 2020 des constructeurs auto. Faisons un petit arrêt chez Mercedes. Le planning est chargé, comme toujours, hein, les marques allemandes, c'est toujours plein de nouveautés. Ah oui, ça n'arrête pas. Et ça va nous faire du bien cette année parce qu'il y a des berlines au menu avec notamment le vaisseau amiral, la voiture mythique de chez Mercedes, la classe S. Oui, les SUV ont fait le plein ces derniers temps, donc oui, laissons un peu de place aux berlines. C'est le retour de la classe S qui se fera de manière classique. Esthétiquement, elle va reprendre certains codes des derniers modèles avec une calandre légèrement, comme on dit, Panamericana, calandre inversé comme sur les classes A, CLS, un nouveau faciès, des nouveaux moteurs, la disparition du V12. Salut à toi le V12. Ouais. Tombé trop tôt aux émissions. Pauvre petit moteur. Enfin, pauvre gros moteur. Alors, il y aura toujours du 8 cylindres qui sera hybridé. Il y aura du 4, du 6 cylindres. Voilà, il faut tourner la page du V12. C'en est fini pour ces du mild hybride aussi, enfin du 48 volts comme sur de nombreuses mild hybride. nouveautés. On rappelle, hein, c'est ce petit dispositif avec une batterie supplémentaire qui permet d'aider le moteur thermique et de consommer un peu moins, d'émettre un peu moins. De gagner effectivement. Ouais. Ça, c'est un truc très à la mode chez les équipementiers. Il y a de plus en plus de constructeurs qui l'adoptent. Je crois que c'est Audi qui a commencé. À moindre frais. Et ça pèse très peu lourd, hein, je crois que c'est 12 kilos. Donc c'est très facile compact à installer, c'est très compact. Exactement. Donc les constructeurs de premium en sont friands. Ouais. Et on a aussi une nouvelle classe C, la voiture qui en 93 avait démocratisé la Mercedes. Ouais. Retour de la classe C qui là encore va dire adieu à certains moteurs. Ah. Tiens, c'est quoi ces arguments par rapport à la série 3 ? Parce qu'on a eu une nouvelle série 3 l'année dernière. Là encore, c'est comme la classe S, on va rester sur du classique, des proportions classiques. Par contre, ce qui devrait faire la différence, c'est son look. Elle va, là encore une fois, adopter les codes de la récente classe A. Donc, elle va s'émanciper, cette classe C. Elle aura moins classique, quoi. Un peu moins classique, un peu moins voiture à papa. Ce qu'étaient les Mercedes il y a encore quelques années. C'est vrai que la classe A a révolutionné l'image de Mercedes il y a quelques années. Et ben la classe C va bénéficier aussi de cette image un peu rajeunie. Bon, il y a quand même quelques SUV hein, dans la pipe. Il faut bien manger. Oui, voilà. Bon monsieur. Il y a un nouveau GLA, il y a un très discret GLS Maybach. Oui, très discret. Tu peux juste nous décrire la chose Si j'étais méchant, je dirais qu'il ressemble à un corbillard parce que il a été révélé avec une peinture biton avec pas de gros mots s'il vous plaît. Ce ton bordeaux en haut et noir en bas, c'est pas du
Voilà, on a vu plus élégant. Voilà, en fait, c'est un GLS avec une calandre Maybach, le fameux label très haut de gamme de Mercedes. C'était une marque, c'est devenu un label. C'était une marque, ça n'a pas marché. C'est devenu un label sur les classes S. Là, ça arrive sur le GLS. Alors, ça en met plein la vue, mais esthétiquement, voilà, c'est discutable. C'est discutable, tout à fait. Et puis chez Mercedes, il y a une arlésienne, c'est l'AMG One. C'est une hypercar dotée d'un V6 turbo de 1000 chevaux avec la même technologie hybride qu'en F1, donc c'est le fameux MGU-H, donc c'est les fameux e-turbo. Enfin, c'est un petit peu. Je vais pas vous expliquer ça pendant une heure parce que je suis pas ingénieur, et deux, en plus, je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. On avait vu le premier concept, c'était à Francfort en 2017, si je me trompe pas. Elle arrive cette voiture, on n'a toujours pas vu la version définitive. On espère la voir. Quand même, ça va avoir une tronche. Le truc. Ouais, ça a une belle gueule. On espère la voir en fin d'année à Paris. On nous promet les premières livraisons en 2021. Il serait temps parce que la concurrence s'intensifie, notamment chez Aston Martin, avec la Valkyrie. On se demande ce que fait Mercedes. Bon, c'est quand même pas habituel. Le dernier. Oui. Cher Julien, passons à un autre véhicule important. Après le Juke, Nissan remplace le Qashqai. Alors on le rappelle, le Qashqai, c'était le premier crossover à avoir cartonné en Europe. Dans les années 2000, voilà. C'était assez révolutionnaire. Et le problème pour la marque, c'est que maintenant, il y a tout le monde sur ce segment. Donc, c'est quoi la recette pour reprendre le leadership, les commandes, pardon, je parle français un petit peu. Fort heureusement pour le Qashqai, il continue à bénéficier d'une grosse cote d'amour. Il y a quelques temps, il demeurait encore le numéro 1 des ventes en Europe. Maintenant, il est un peu distancé par le Tiguan. Il y a le Peugeot 3008 aussi qui lui fait beaucoup de tort sur le marché français. Nissan est en pleine déconfiture parce que la gamme est vieillissante. Le Juke vient seulement d'être remplacé. Le Qashqai le sera en 2020, probablement à l'été. Il ressemble à quoi déjà ? Alors, il ressemble à un Qashqai. Pas vraiment. Il va plutôt reprendre les derniers codes stylistiques du Juke et des concept cars qu'on a vu ces derniers temps, avec une calandre énorme et une signature lumineuse très fine qui souligne le capot, et des optiques principales plutôt situées dans le bouclier. Donc on va avoir vraiment un nouveau faciès pour ce Qashqai. Une modernisation évidemment de la planche de bord, l'arrivée de l'hybridation qui sera potentiellement aussi bien classique que rechargeable. Donc voilà, rien de très révolutionnaire sur ce Qashqai, mais voilà, il pourra compter sur sa cote d'amour. Alors, petite digression, le Qashqai, il est aujourd'hui fabriqué à Sunderland, dans le nord de l'Angleterre. Pour combien de temps encore ? Voilà, on sait pas trop ce qui va advenir sur ce plan avec le Brexit, même si on sait pas trop ce qui va advenir avec le Brexit en général, mais bon, ça c'est un autre problème. Que ce soit pour Nissan, Vauxhall, qui appartient à PSA, c'est compliqué, ouais. Voilà, tu me fais une transition idéale. On rappelle que Honda a fermé son usine à Swindon, enfin on est en train de la fermer. Et tu me fais une transition idéale pour parler d'Opel. Car Vauxhall, sa branche britannique, pourrait aussi connaître des déboires. Il y a deux usines, c'est Luton et Leicester-Port. Pour le reste, ça va plutôt bien pour le Blitz. En 2019, on a vu la nouvelle Corsa. Les premiers essais sont plutôt très encourageants. Et en 2020, on aura le nouveau Mokka X. Et là aussi, le mariage avec PSA fait des petits. C'est un 2008 ? En gros, on sera sur la base technique du Peugeot 2008. Le 2008 a grandi. Il fait maintenant 4,30 m. Alors pourquoi une augmentation du gabarit alors que l'ancien 2008 mesurait seulement 4,16 m ? Eh bien, principalement parce que ce 2008 repose sur la base du futur Mokka X. Le Mokka X qui actuellement est un gros SUV, 4,28 m. Donc finalement, il se rapproche des cotes de l'Opel, ce 2008. Donc le Mokka X arrive l'année prochaine avec un look qui sera assez proche du concept car GTX expérimental qu'on avait vu en 2018. Il proposera, comme le 2008, des motorisations thermiques et 100% électriques avec un moteur de 100 kW, 136 chevaux, ce qui fait environ 136 chevaux, et il proposera environ 300 km d'autonomie. Il s'appellera Mokka X.
Il s'appellera Mocha X, voilà, comme la majorité des SUV Opel qui disposent de ce suffixe X après la dénomination principale. Grande Landix, Rien de Mocha X, pornographique là-dedans. Grosse Landix, voilà. Tu as enlevé ton pull et ça tombe bien parce que je vais te faire un petit peu d'exercice. Et ça ne s'est pas vu. Et oui, on parlait de X, donc voilà. On va faire un petit peu d'exercice. Je vais te dire des noms de constructeurs et tu vas me dire en très bref ce qu'ils vont faire de nouveau en 2020. J'ai la main sur le buzzer, je suis prêt. Bentley, Restylage du Bentayga et arrivée de l'hybridation rechargeable. Cadillac. Cadillac est toujours là. Hein, Oui, le Cadillac est là. Cadillac est toujours présent sur le marché français. Avec de très bons modèles. Cadillac qui devrait lancer une berline plus petite, la CT4, supplée par une CT5. Voilà, pas d'arrivée de SUV a priori. Cadillac mise sur la berline. Cupra, l'année prochaine, c'est l'arrivée d'un premier modèle tout nouveau qui ne sera pas une extrapolation d'un modèle Seat, c'est le Formentor qui sera hybride rechargeable de 145 chevaux. Honda, c'est l'arrivée de la petite citadine i. Ça fait un moment qu'on l'a vu, c'est pour ça que je l'ai pas mise dans les grands développements. Une citadine très mignonne mais avec une autonomie un peu décevante, seulement 200 km. Hyundai, je sais plus Hyundai. Tucson, vous m'avez mis ça dans la liste. Vous me prenez au dépourvu, vous me lancez des Hyundai. Si, l'année prochaine, la grosse nouveauté, ça devrait être l'arrivée du nouveau Tucson. On a vu un concept car révélé à Los Angeles ces dernières semaines, le Vision T, qui annonce l'arrivée de ce Tucson avec une calandre très très originale qu'on retrouvera sur le modèle définitif. Jaguar, c'est le facelift de la F-Type. Donc le joli coupé. Le joli coupé qui va adopter un nouveau faciès un peu plus félin. On va avoir d'autres facelifts sur les SUV F-Pace et E-Pace. Et ça devient dur là. Ça devient compliqué. Et on attend surtout le retour de la berline XJ qui devrait être 100% électrique. Land Rover, c'est bien évidemment le Defender. On l'a vu. On en a déjà beaucoup parlé ici, à Francfort. Il arrive sous différents types de carrosseries, 90 et 110 dans un premier temps. Lotus, c'est l'arrivée d'une supercar qui se nomme Evija, je ne sais plus. On nous la promet pour 2020 avec une motorisation très imposante, 2000 chevaux, 1700 Nm, 400 km d'autonomie. On est loin de c'est pas une hélice. On est loin de la philosophie des Lotus légères. Right. Exactement. Ouais. Tila, machin, enfin, white is white. White is right. Vous avez envie de chanter. Voilà. Lamborghini, l'arrivée de la Sian qui avait été également présentée à Francfort, un modèle micro-hybridé de 819 chevaux. Alors c'est un modèle qui sera en série limitée à 63 exemplaires. On aura aussi normalement l'arrivée d'un Urus, le SUV un peu plus performant, qui devrait justement s'appeler Performante, qui devrait frôler les 700 chevaux, et également une Aventador SVR. McLaren. Chez McLaren, elle vient d'être révélée, c'est une petite barquette qui s'appelle Elva, qui est un peu dans la veine des Ferrari Monza SP2 qui avait été révélé l'an dernier. Et on devrait aussi avoir un modèle un peu plus exclusif qui s'appelle BC3. On avait vu certaines photos fuitées il y a quelques temps sur ce modèle. Tiens, je vais t'autoriser à être un petit peu plus long sur Mazda, parce que c'est intéressant. Oui, Mazda qui arrive avec son premier MX-30, modèle. C'est ça ? Ouais, MX-30 100% électrique, rien à voir avec la MX-5. Cette MX-30, c'est un SUV assez original, avec des portières antagonistes. Là où le bas blesse, c'est qu'elle ne proposera que 200 km d'autonomie pour un tarif de 34 000 €. Donc c'est plus cher qu'une 208 électrique
qui propose 330 km d'autonomie. Donc voilà, on doute un peu de la démarche de Mazda avec ce modèle qui sera assez grand, 4,40 m de long. On est sur la taille d'un 3008, ouais, à peu près. Voilà, à qui est-ce que ça va s'adresser? 200 km pour un SUV qui n'est pas citadin, c'est assez curieux. Mini, c'est l'arrivée dans un premier temps de la Mini électrique, la Cooper SE, elle arrive là en tout début d'année, et un modèle beaucoup plus exclusif, la John Cooper Works GP. Je ne m'y retrouve plus. c'est un modèle de 306 chevaux, un moteur qui existe déjà sur les Clubman et Countryman. Ce moteur arrive sur la Mini Hatch, la Mini 3 portes, avec un look complètement dingue, des extensions d'ailes énormes, pas de banquette à l'arrière, un renforcement du châssis en lieu et place de la banquette arrière, un aileron énorme. C'est un modèle qui a déjà existé sur les précédentes générations de Mini modernes, et il revient en 2020. Mitsubishi, c'est le retour de l'Outlander, le roi des hybrides rechargeables. C'est le modèle le plus vendu au monde. Il est un peu moins en France, mais c'est quand même des chiffres de vente honorables. Il va revenir l'année prochaine avec un style beaucoup plus agressif. Voilà, il va vraiment s'émanciper. Ça va faire un modèle plutôt sympathique et un modèle qui pourra toujours compter sur sa variante hybride rechargeable. On le rappelle, le designer de Mitsubishi, c'est l'ancien de chez Nissan qui avait fait notamment le Juke. Exactement. Ça se ressentira un petit peu. Un petit peu plus de gueule. Exactement. Rolls-Royce qui va revenir l'année prochaine avec une toute nouvelle Ghost qui cette fois ne reposera pas sur une architecture de BMW série 7. Il faut le rappeler, depuis le lancement de la Phantom, le modèle porte-drapeau, Rolls a annoncé que les plateformes seraient uniquement dédiées à leur marque. C'est étonnant de la part de BMW à qui appartient la marque, parce que c'est un groupe qui n'a pas les moyens du groupe Volkswagen ou les moyens de Mercedes. On rappelle, un BM, je crois que c'est 1 600 000 voitures par an. Ouais, donc ça reste quand même un Volkswagen, petit groupe. C'est 10 millions, quoi. C'est quand même un petit groupe, voilà, qui fait du premium, qui dispose de Mini, également pour écouler des voitures à plus grand nombre. Mais voilà, ils ont quand même le budget pour développer une plateforme spécifique pour Rolls. SsangYong. Je suis content de parler de SsangYong. Mais vous avez le droit, Andy. SsangYong qui revient avec un Corando électrique. Électrique. Alors, il est déjà en vente avec un moteur thermique, ce SsangYong. Ah oui, d'accord. Il arrive l'année prochaine, en fin d'année, avec un moteur 100% électrique. Ça serait le premier de la catégorie, donc aux alentours de 4,40 m, 4,45 m, avec ce type de motorisation 100% électrique. Donc c'est une carte à jouer pour le constructeur coréen qui a du mal à rayonner en France. Il est un peu méconnu. Donc voilà, ce Corando électrique, ça pourrait être une bonne surprise. On rappelle que Corando, ça veut dire Korean Can Do. Oh. Les Coréens peuvent le faire. Et oui. Subaru, une Impreza. Non, une Levorg. Vous ne la connaissez pas, pourtant elle est déjà en vente, elle existe dans le réseau. C'est un break qui est plutôt élégant, qui revient l'année prochaine sous une nouvelle mouture. Malheureusement, il se passe pas grand chose chez Subaru. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Un moteur Boxer 1800 suralimenté, voilà, pas d'hybridation en vue. Moteur Boxer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais on attend quand même de la part de Subaru une Impreza. de se projeter dans le futur. Et oui, une Impreza. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Non, mais voilà, il y a pas d'hybridation en vue, il y a pas de moteur 100% électrique. Bon, il serait temps pour Subaru de se bouger. Volvo, on les a beaucoup vus ces dernières années, ça va être un peu plus calme. Ouais, ça va être un peu plus calme. Auréolé de son titre de voiture de l'année en 2019, si je ne dis 18, puisque 19, ça doit être l'iPace, si je ne me trompe point. C'est 2018. Le XC40 qui arrive en 100% électrique. Il se nomme XC40 Recharge. Un modèle qui propose une cavalerie assez imposante, 408 chevaux.
Ah oui, quand même. On comprend pas vraiment pourquoi Volvo. Peut-être parce que déjà en thermique, c'est des enclumes. Oh, ça c'est pas très sympathique. Non, mais c'est sympathique. En termes de poids, les Volvo quand même. Ouais, c'est surtout qu'on s'attendait pas à ce genre de cavalerie sur une Volvo. C'est ni plus ni moins que le moteur de la Polestar 2. Oui. Dont on va reparler dans quelques instants. On va reparler. Alors pourquoi proposer 408 chevaux dans un petit SUV XC40? Bon, à part vouloir vendre une voiture très chère, c'est pas la meilleure manière de démocratiser la marque. Vous nous écoutez en balado-diffusion et cela nous fait vraiment plaisir, mais vous le savez peut-être, Automoto, c'est aussi et surtout, peut-être, un magazine mensuel. Les scoops Avant tout. Voilà, alors, les scoops et nouveautés de Julien Jaudry, ici présent, les essais détaillés de Stanislas Larome, les guides d'occasion de Nicolas Briouze, le prix du neuf mis à jour par le délicieux Arthur Matal. Chaque mois, Automoto vous permet de suivre toute l'actu automobile tranquillement assis dans votre fauteuil et en version texte. Pour vous, chers auditeurs, nous avons une offre unique. Nous vous proposons de recevoir gratuitement, et oui, à titre gracieux, le prochain numéro du magazine. La procédure est simple. Vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées postales sur notre boîte mail. Alors, la boîte mail, c'est podcast@auto-moto.com. Les 200 premiers d'entre vous à nous écrire trouveront le dernier Automoto dans leur boîte aux lettres quelques jours ou semaines après. Ainsi qu'une photo dédicacée d'Andy David. Non, je ne me permettrai pas. N'est-ce pas merveilleux, Julien ? Ah, c'est formidable. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. On tâchera de répondre dans les prochains épisodes à vos interrogations. Je répète l'adresse courriel podcast@auto-moto.com. Julien. Présent. Vous êtes là, oui. On va attaquer un gros morceau, Peugeot. Alors, je me mets à la place de monsieur Jean-Philippe Imparato, le directeur de la marque. Qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda ? Il se pourrait qu'il y ait une 308. Elle était plutôt attendue en 2021. Elle sera probablement commercialisée en 2021. Mais il se pourrait qu'elle soit déjà présente au mondial à la rentrée. Donc une toute nouvelle 308, toute nouvelle. Elle reposera sur une plateforme extrapolée de l'EMP2 existante, mais qui lui permettra de recevoir l'hybridation rechargeable qui inaugure actuellement les 508 et 3008. Donc avec potentiellement 225 chevaux cumulés, voire 300 chevaux, pourquoi pas. GTI. GTI. Non, On sait qu'il y aura plus de véritable GTI thermique. C'est fini chez Peugeot. Alors pourquoi pas l'arrivée d'une PSE, une 308 Peugeot Sport Engineered. Ouais, on va en reparler de ça. On va en reparler. Et elle ressemble à quoi cette 308 ? Dites-moi, mon cher. Cette 308. Est-ce qu'elle a les dents de lion ? Elle devrait avoir les dents de lion. Elle devrait reprendre quelques codes du concept car Instinct qu'on avait vu il y a quelques années, ce concept de voiture autonome avec une calandre très imposante qui déborde largement sur les côtés jusqu'à ces fameuses dents et un regard encore plus aiguisé que celui des récents 508 et 208. Chez Peugeot, on va aussi avoir la berline la plus sportive de la marque depuis la 405 MI16. Voilà, enfin le retour d'une berline sportive. Ouais. Eh bien, on nous l'a promis en mars dernier à Genève avec le concept 508 PSE de 400 chevaux. Donc PSE. Peugeot Sport Engineered. Alors ils se sont pas foulés pour le nom. S'il vous plaît, messieurs de chez Peugeot, trouvez-nous une formulation un peu plus simple. GTI. GTI pour une berline, bon, ouais. on l'a rarement vu. MI16. Mais voilà, chez Audi, on a des S, on a des RS. Chez Mercedes, on a des AMG. Chez BMW, on a des M. Bah, PSE, on va s'habituer. PSE, ouais, ça fait un peu plan de sauvegarde pour l'emploi. C'est pas, c'est quand même pas très sexy, hein. Mais voilà, donc ce modèle, il arrive en 2020, en toute fin d'année, si tout va bien, avec une motorisation un peu minorée. On n'aura pas 400 chevaux, on devrait avoir 360 chevaux, ce qui sera déjà pas mal. Donc 360 chevaux sur une 508, hybride rechargeable, avec 45 km de roulage en 100% électrique.
C'est l'occasion de souligner le revirement de Peugeot, parce que il y a un an, on nous expliquait du côté du Lyon que le sport auto c'était fini, que maintenant les gens ne s'y intéressaient plus et tout. Et là, on apprend il y a quelques temps que la marque va revenir en endurance en 2022 et aux 24 heures du Mans en 2023 avec une hypercar. Alors hypercar, c'est juste un nom de catégorie, hein, ça va être une sorte de proto type avec une tronche un peu inspirée de la série. Qui sera jamais commercialisé? C'est possible. Hein. C'est dommage. On a aussi des restylages en vue chez Peugeot. Oui, les 3008 et 5008 qui vont passer par la case restylage. Ça change beaucoup? Ça devrait pas changer énormément. Voilà, c'est des modèles qui se vendent, qui connaissent un franc succès. On imagine que leur regard va légèrement évoluer pour adopter les derniers codes, les griffes, les dents, voilà. De légères modifications au niveau des boucliers, mais il faut pas s'attendre à un remaniement total. La question, c'est est-ce que l'hybridation arrivera sur 5008? Pour l'instant, Peugeot s'y refuse en nous expliquant que il est compliqué d'adapter l'hybridation rechargeable au 5008 en raison de la troisième rangée en fait, son plancher qui reçoit la troisième rangée de sièges. Mais voilà, la technologie aidant, peut-être que ce modèle arrivera enfin avec l'hybridation rechargeable. Ce serait bien parce que chez Volkswagen, ça arrive sur les Seat Tarraco, sur les Volkswagen Tiguan Allspace. Ce serait dommage que Peugeot s'en passe pour son 5008. On a parlé de ça l'autre jour dans un autre podcast. N'oubliez pas, hein, les gens qui achetaient des hybrides rechargeables, n'oubliez pas de les recharger de temps en temps. Oui. Parce que si vous voulez vraiment profiter des bénéfices environnementaux, c'est quand même la meilleure solution, c'est quand même de les brancher de temps en temps. C'est pas parce que vous avez une carte totale au sein de votre société qu'il faut oublier de les recharger. Chez Porsche, après la Taycan Berline, on va voir la Taycan Break. Oui. Ce modèle, on l'avait vu en filigrane. Taycan, hein, c'est la voiture électrique de Porsche. Hein. Voilà, c'est la Tesla Model S. C'est une berline, tout à fait. Elle avait été annoncée par la Mission E il y a quelques années, puis par la Mission E Cross Turismo, une version légèrement surélevée. Alors cette version surélevée va pas arriver tout de suite. D'abord, on aura droit à une simple variante break de la Taycan. Et par la suite, on aura droit à au véritable Taycan Cross Turismo, plutôt en 2021. Pour en revenir au break Cross Turismo, il recevra les moteurs identiques de la gamme Taycan actuelle. Je me saisis du dossier Polestar. Ça fait 2 ans qu'on entend parler de cette marque. Oui. Ça vient, oui? En France, pas tout de suite. Pour l'instant, on nous a appris que les modèles Polestar 1 et Polestar 2 seraient vendus dans un premier temps dans le nord de l'Europe, notamment chez nos amis belges qui peuvent. Salut à vous. Voilà, salut à vous, qui pourront en prendre livraison en 2020. Après, en France, on peut espérer quand même que ces 2 modèles arrivent en toute fin d'année 2020. Pour rappel, la Polestar 1, c'est un grand coupé extrapolé. Très joli. Très joli, extrapolé de la berline S90 de Volvo, puisque Polestar est un spin-off de Volvo. Désolé pour le français, qui souffre, qui pleure à chaque fois que... Excuse-nous, petit français. Voilà. C'est une hybride rechargeable de 600 chevaux. Et la Polestar 2, de son côté, c'est une pure électrique, encore une fois concurrente de Tesla, plus précisément du Model 3. Pendant ce temps-là, chez Renault, on mise sur l'hybride, après nous avoir expliqué pendant des années que c'était pas la solution. Donc on va découvrir des Clio et des Captur hybrides. Ouais, c'est une arrivée complémentaire par rapport à une offre existante thermique et 2019, 100% électrique avec la Zoé. Et 2019, ça a été l'année du lancement et de la Clio et du Captur. Et du Captur. Les 2 voitures qui se vendent le plus chez Renault. Exactement. Et c'est pas mal comme stratégie parce que chez Peugeot, on mise sur ce type de gamme exclusivement sur soit le thermique, soit le 100% électrique, mais pas l'hybride. C'est dommage. Là, Renault va nous proposer une Clio hybride classique, un Captur hybride rechargeable qu'on nous promet à des tarifs très corrects. Donc non, il y a vraiment une bonne stratégie qui arrive chez Renault. Clio hybride, c'est pour aller embêter la Yaris, non?
Exactement, avec un moteur qui sera probablement un peu plus conséquent. On parle d'une puissance d'environ 140 chevaux. Et s'agissant du Captur, un moteur qui devrait qui devrait cumuler un peu plus de 160 chevaux. Autre nouveauté en vue, le Kangoo. Ça se voit un peu moins. Non, mais... Oui, on passe au Kangoo parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vraies nouveautés l'année prochaine chez Renault. Alors le Kangoo, ça se vend moins qu'autrefois, mais ça reste quand même un petit peu important. Surtout auprès des professionnels, bien évidemment. Salut à vous les pros. Salut, il y aura bien évidemment une version VP qui pourrait arriver un peu plus tard, peut-être 2021, mais fin 2020, la version VU sera révélée. Un modèle qui devrait passer par le thermique, par l'électrique et par l'hybridation également. Et sinon, on a une volée de restylage sur des véhicules qui ne se vendent pas trop bien. Oh, c'est méchant. La Mégane est quand même loin derrière la 308. Oui, elle se vend quand même. Et puis il y a de vraies ambitions pour la Mégane, contrairement au Talisman et Espace qui vont être restylés quasiment. Alors dites-nous tout, la Mégane déjà. Alors la Mégane, restylée probablement milieu d'année prochaine. Ce sera pas la révolution esthétiquement. Extérieurement, à l'intérieur, a priori, la même chose. Ce qui devrait lui donner un coup de vieux parce que Clio et Captur ont fait très fort avec leur planche de bord. Là, on va avoir on devrait avoir une simple mise à jour de tout ce qui est multimédia. Donc, la Mégane va devoir se traîner encore cette planche de bord qui est un peu vieillotte. La révolution, c'est l'arrivée de l'hybridation rechargeable sur cette Mégane. Contrairement au Talisman et Espace. L'Espace, il vient d'être révélé il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Alors ça donne quoi ? Pas grand chose. D'accord. Talisman comme Espace, ce sont des modèles en fin de carrière qui pourraient définitivement passer à la trappe, qui ne seraient pas renouvelés en fin de carrière. Renault, a priori, ne veut plus miser sur ces modèles. Un monospace, une berline. Des segments difficiles. Des segments très compliqués. Renault songe à remplacer ces deux modèles par un grand SUV 7 places. Donc voilà, ce sera service minimum pour cet Espace qui ne change rien sous le capot, qui bénéficie d'une nouvelle dalle numérique avec EasyLink, les phares LED Matrix. Enfin voilà, c'est vraiment le service minimum. Ça devrait être le cas également pour la Talisman qui arrivera au printemps. C'est un programme pas vraiment ambitieux au niveau du renouvellement des modèles chez Renault, mais voilà, il y a l'arrivée surtout de Clio et Captur hybride et hybride rechargeable qui vont monter en gamme. Ouais, donc après une année 2019 chargée, 2020 c'est un peu plus calme. Voilà. On continue notre périple du côté de la Catalogne. Seat va nous sortir une nouvelle Léon. Et alors on se rappelle, la Léon quand elle est sortie en 2012, c'était un grand pas en avant pour Seat. En 2012, la précédente. Oui, l'actuelle. Oui. Et c'est une voiture importante pour cette marque. Oui, c'est vrai qu'il y avait une belle montée en gamme pour la Léon qui a bien vieilli d'ailleurs. Oui. Le modèle toujours actuellement en vente. Elle va être renouvelée. Il faut dire que Volkswagen renouvelle toutes ses compacts quasiment au même moment. Il y a eu la Golf, il y a la Scala, il y a l'Octavia dont on va bientôt parler. La 3. L'Audi A3. Cette Léon, elle devrait être révélée à Genève, commercialisée en avril. Elle n'aura plus rien à envier à la Golf. Elle va recevoir les mêmes types de moteurs, l'hybridation 48 volts, l'hybridation rechargeable, 204 et 245 chevaux. On se fait du souci du côté de chez Volkswagen parce que voilà, il y a une concurrence interne qui est intense. La marque va également présenter la Born ou la L-Born, je sais pas c'est quel est le concept s'appelait L-Born. Est-ce que le modèle définitif ça s'appellera Born? C'est une ville en Espagne, Born. Je ne sais pas. Il s'agit d'une compacte électrique sur base de Volkswagen ID3. Voilà, c'est une belle ID3. On en avait parlé on s'était écharpé à ce sujet. On n'est pas d'accord. Au salon de Francfort. Voilà, c'est un recarrossage de Volkswagen ID3. Modèle 100% électrique, une base dédiée 100% électrique. Un tarif qui devrait être très intéressant parce que l'ID3 sera déjà proposé aux alentours de 24 000 euros aide de l'État déduite. On peut s'attendre à un tarif légèrement inférieur pour cette Seat. Ça pourrait être la belle affaire de l'année. Restons dans le groupe Volkswagen, mais cette fois allons fureter dans les collines autour de Mladá Boleslav en Bohême.
nous allons assister d'ailleurs à l'arrivée de la nouvelle génération de la voiture préférée de l'Europe centrale. L'Octavia. Oui. L'Octavia qui revient en berline comme en break, avec un style vraiment réussi. On a vraiment une superbe en réduction. La superbe, c'est le porte-drapeau de la gamme. Là encore, comme la Léon, un modèle qui n'a plus rien à envier à une Golf. C'est une super voiture, une Octavia, globalement. Hein. Ouais, c'est vraiment une très bonne voiture. L'hybridation rechargeable arrive là aussi avec 204 et 245 chevaux, et une voiture qui évolue peu en termes de gabarit, toujours aux alentours de 4,70 m, 4,69 m pour être précis, en berline comme en break. Skoda a réussi à gagner en volume. On gagne 40 litres sur le break. On sait que c'est une voiture avec énormément de place aux jambes à l'arrière. Donc voilà, c'est vraiment ça s'annonce comme étant vraiment une très bonne voiture et avec un style réussi. Skoda Yves. Ouais. Qui es-tu, alors, Yves? Ah, Yves. Ce bon vieux Yves. On l'aime bien, ce bon vieux alors, Yves. Alors, c'est Ivy, mais ça s'écrit Yves. Ivy, voilà, c'est un label qui arrive sur les Skoda, donc ce sera les Skoda superbes. Alors, ça arrive aussi sur les modèles hybrides rechargeables, mais donc, tout ce qui est électrifié va s'appeler Yves. Alors, on n'est pas sûr de son nom définitif. Pour l'instant, on l'appelle Skoda Yves, Skoda Ivy. Elle devrait avoir une appellation dédiée, un vrai nom. Ce sera un gros SUV. Voilà, Skoda va arriver sur le marché avec une offre plus imposante que celle de Volkswagen et de Seat. Un SUV d'environ 4,75 m, donc vraiment une grosse voiture avec 300 chevaux sous le capot. C'est plus gros qu'un Tarraco et tout ça, ouais. C'est un tout petit. Un 5008. Voilà, ouais, mais c'est vraiment une voiture à vocation mondiale, notamment pour la Chine où ça marche très bien. Cette voiture, elle devrait arriver en France en l'état. Donc voilà, un gros modèle, plus gros qu'un Kodiaq également, et 300 chevaux et une autonomie d'environ 500 km. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, Skoda, mon petit doigt me dit que en Chine, ils ont une image super premium. C'est ce qui se dit, ouais. Là où en Europe, ils souffrent encore de la Felicia. Voilà, les voitures d'ex-Allemagne de l'Est, enfin de bloc de l'Est, République tchèque, Tchécoslovaquie même pour être exact. Ouais. Donc c'est à tort, complètement. Il nous reste 3 marques pour terminer ce marathon, Julien. Oui. Premièrement, Tesla. Alors en ce moment, il y a de l'actu chez Tesla. Oui. D'abord d'un point de vue industriel, puisque Elon Musk a annoncé qu'il allait bâtir sa première usine européenne du côté de Berlin. Ah, pas lui-même. Non, qu'il allait la faire faire. Ah oui. À main nue, quoi. Ça pourrait être une performance. Avec son ego démesuré, il pourrait. Ensuite, point de vue vente, puisque la Model 3 est désormais la voiture la plus vendue dans un pays aussi proche que les Pays-Bas. Ouais. La Norvège, c'est moins surprenant, mais les Pays-Bas quand même. Ouais. Enfin, on a eu cette présentation avec G de boules de pétanque sur l'incroyable Cybertruck, un pick-up au look incroyable. Qui arrivera pas tout de suite. Alors c'est 2020 ça ? Non. Il y a toujours des effets d'annonce chez Tesla. Les voitures ne sont pas attendues avant 2 ou 3 ans. D'autant que là, le Cybertruck a vraiment un look de vaisseau spatial assez éloigné de la série. Alors on nous le promet assez proche, mais dans le détail, il y a certains éléments qui pourront pas passer le cap de la série, notamment les roues, ces jantes qui empiètent sur les pneus, ça on pourra pas le voir. Et puis voilà, dans les détails, je pense qu'il y aura quand même des petites modifications sur ce profil vraiment très pur, pyramidal. Voilà, voiture d'Illuminati, d'une certaine manière. Oui, je crois qu'Elon Musk a des messages à nous faire passer à travers ce pick-up. C'est l'occasion quand même de citer le nom de Franz von Holzhausen, c'est le monsieur qui jetait les pierres pendant la présentation, mais c'est aussi le designer en chef de Tesla. Elon Musk l'a peut-être lapidé d'ailleurs après cette révélation. Et ce monsieur, on lui doit, avant il bossait chez Mazda, et on lui doit notamment, je sais pas si vous vous rappelez de ce concept qui s'appelait Furai, c'était une sorte de voiture de course assez spectaculaire. Ouais. Donc on entend toujours parler d'Elon Musk, mais ce monsieur von Holzhausen a un rôle important dans l'histoire de Tesla. Bon, sinon alors du coup, quoi de neuf chez Tesla si c'est pas le pick-up? Ce sera toujours pas le Tesla Model Y, le
monospace SUV extrapolé de la modèle. Méchant. Ah ben oui, mais je suis désolé. Pour moi, c'est pas ce Tesla Model Y, c'est pas un SUV, c'est juste une Model 3 sur échasse. Voilà, avec un pavillon relevé, mais au niveau de la garde au sol, ça ne se voit pas. Donc pour moi, c'est plutôt un monospace. Mais ce n'est pas l'actualité de 2020. 2020 devrait voir l'arrivée du Roadster Tesla. Alors là. Alors le Roadster, le premier Roadster, c'était une Lotus Elise électrique, voilà. Un peu bricolé, mais qui était très bien en demeurant. Alors là, t'annonces. J'annonce l'affaire du siècle. 17 fois moins cher qu'une Bugatti Chiron. J'ai pas qu'une Burago. Non, 17 fois moins cher qu'une Bugatti Chiron. Cher qu'une Bugatti Chiron. Oui. Et des performances égales, voire supérieures. Le 0 à 100 en moins de 2 secondes. Les 400 km/h atteints. Ce qui est incroyable pour une voiture électrique. C'est pas la vitesse de pointe n'est jamais le fort des voitures électriques. Exactement. Un couple de 10 000 Nm. 10 000. Ça existe. C'est un truc de remorqueur, mais voilà, je pense qu'on pourra s'en servir pour tirer des bateaux. Ouais. À titre de comparaison, une Bugatti Chiron, c'est 1600 Nm. Là, 10 000. Alors, les caractéristiques que je vous ai données, c'est celles du concept. Oui. On nous annonce que la version c'est vrai tout ça. Il y a qu'à voir les vidéos de la révélation. C'était fin 2018 où on voyait cette voiture accélérer de manière incroyable. Donc oui, on peut y croire et c'est logique avec une telle puissance de feu, une batterie de 200 kWh qui promet 1000 km d'autonomie. Alors pas à ce rythme-là, bien évidemment. Mais voilà, c'est la voiture de tous les superlatifs. Et finalement, pour un tarif... Oui, alors 17 fois moins cher qu'une Chiron, ça fait... 172 000 €, c'est cadeau. Oh putain. Pardon. C'est sorti tout seul. Comparé aux millions d'euros d'une Bugatti Chiron, c'est vraiment cadeau. Merci. Je sais pas quoi dire. Voilà. Mais commencez à mettre de côté. On va du coup déception à Molsheim. On va aller du côté de Valenciennes du coup. Les perspectives sont intéressantes pour l'usine Toyota puisque on a une nouvelle génération de Yaris. Toi, tu l'as déjà vu. La 4e, ouais, on a eu l'occasion de la voir, de monter à bord. Alors esthétiquement, pour ma part, c'est pas vraiment une réussite cette voiture. C'est un peu un mélange d'une Ford Fiesta à l'avant, d'une Mazda 2 de profil, voire d'un Volkswagen T-Cross à l'arrière. Et c'est des lignes un peu compliquées, un peu dégoulinantes. Voilà, pour moi, c'est pas très heureux. Par contre, l'habitacle est beaucoup mieux que sur la précédente Yaris. C'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus élégant. Et c'est une voiture très intelligente à l'intérieur. Elle ne mesure que 3,94 m. C'est une des plus petites de la catégorie, parce que maintenant... Elles font toutes plus de 4 mètres. Toutes plus de 4 mètres. Une 208, maintenant, c'est 4,05, je crois. Et là, cette voiture, elle a un empattement qui propose un espace aux jambes plus important que celui de la 208. Un coffre également plus grand. Donc, c'est vraiment une voiture très intéressante intrinsèquement. Qui recourt toujours à l'hybridation, il y aura aussi une modèle 100% thermique, une hybride qui revient avec un tout nouveau dispositif sur la base d'un moteur 3 cylindres, précédemment c'était un 4 cylindres, et une puissance qui devrait évoluer aux alentours de 115 chevaux. Donc voilà. Toujours la boîte CVT alors a priori oui, toujours une boîte à variateur. Donc on va continuer de faire quand on sort sur la route. Ça c'est possible, mais ils y travaillent quand même. C'est quand même mieux géré qu'auparavant. Sur la Corolla, c'est pas mal du tout. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est plutôt bien géré. L'autre question, c'est quid du retour d'une sportive, une variante sportive de cette Yaris qui est présente en championnat du monde de rallye. On vient d'apprendre d'ailleurs que Sébastien Ogier on a appris que Sébastien Ogier était engagé par Toyota. Voilà, alors il courra pas sur cette nouvelle Yaris. Oui, c'est encore l'ancienne cette année. Voilà, je pense que la nouvelle arrivera avec Elfyn Evans et Kalle Van Pera. Voilà. Tout à fait. Et cette Yaris, donc elle devrait bénéficier d'une version sportive GRMN. Pourquoi pas? Ah ouais. Cette fois-ci, on a de très bons souvenirs de la GRMN sortie en fin de carrière pour la précédente Yaris.
Vraiment une voiture très attachante, très attachante, pardon. On espère que la prochaine le sera tout autant, malgré la potentielle hybridation. C'est une super voiture, la GRMN. C'est vraiment une voiture de rallye, ça fait du bruit. C'est un peu vraiment une GTI à l'ancienne. C'est une voiture que GRMN avec plaisir à la maison. Bravo. Pardon. J'ai pas pu m'en empêcher. Puisqu'on est chez Toyota en train de dire des bêtises, mais là c'est le plus sérieux. Petite info intéressante, on va bientôt voir dans nos rues des Toyota rebadgés Suzuki. Ouais. Donc des Suzuki sur base Toyota. Ouais, voilà. C'est quoi cette histoire? Alors, Suzuki s'allie avec Toyota pour un certain nombre de modèles. Il y a des modèles Suzuki qui seront badgés Toyota sur certains marchés. Et pour l'Europe, ce sont ni plus ni moins que les RAV4 et Corolla Break qui seront rebadgés Suzuki avec un look légèrement différencié. Mais voilà, donc l'arrivée d'une compacte break et d'un grand SUV chez Suzuki, ce qui est plutôt inhabituel. Au-dessus du Vitara. Exactement. Allez Julien, on arrive au bout. Volkswagen. On a deux gros lancements. Ouais. D'abord, on l'a vu il y a pas longtemps, la Golf 8. Ouais. C'était comment? C'était pas mal. C'est toujours. Alors, c'est une Golf. Mais ça se bonifie. Elle fait le job, cette voiture. On lui demande pas de révolutionner le genre, parce que, voilà, elle doit toujours plaire. Rappelle, c'est la voiture la plus vendue en Europe. Voilà, et il faut qu'elle plaise à la clientèle acquise. Je veux dire, la Golf, elle va pas se mettre à faire du bio-design ou à partir dans tous les sens esthétiquement. J'essaie d'imaginer, ça me... Ah mon Dieu. Donc, elle évolue quand même. Elle se permet quelques points d'originalité avec ce nouveau faciès, des phares en escalier, avec cette signature lumineuse qui déborde sur les ailes avant. C'est plutôt bien fait. Après, de profil, l'arrière, on reconnaît l'ancienne Golf. D'ailleurs, elle en est extrapolée, cette Golf 8. C'est pas une nouvelle plateforme. Hein. C'est pas une nouvelle plateforme. Elle bonifie sa plateforme MQB, qui bénéficie donc à la nouvelle Leon qui va arriver, à l'Octavia, à l'Audi A3. On en a parlé précédemment. Et cette Golf, elle inaugure de nouvelles motorisations hybrides rechargeables, 204 et 245 chevaux. Alors, 245 chevaux, c'est la GTI. C'est la puissance de l'ancien modèle GTI. Donc, on imagine que la GTI qui va arriver, il y aura une nouvelle GTI sur la Golf, on imagine que ce modèle sera encore plus puissant. Pourquoi pas approcher 180 chevaux. On sait aussi, ça c'est sûr, qu'il y aura une R qui fera plus de 300 chevaux. On est content. Volkswagen continue à faire des sportives, contrairement à Peugeot par exemple qui abandonne la 308 GTI. Il faut s'en réjouir. On attend également l'arrivée d'un break. Par contre, il y aura plus de variantes 3 portes. Ça c'est fini. Il y aura plus de variantes purement électriques. La e-Golf, c'est fini puisqu'il faut laisser la place à l'ID3. Juste un petit mot, ça change quand même pas mal à l'intérieur dans la Golf. Ouais, la planche de bord est vraiment en rupture par rapport aux planches de bord un peu ennuyeuses des précédentes. Ça, c'est vous qui le dites. Golf. Mais voilà, non, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus aérien, un double cockpit avec donc c'est instrumentation digitale, voilà, c'est ça, entièrement digital, une foison de touches numériques, tactiles, voilà. Non, c'est vraiment du bel ouvrage. Ouais. L'autre voiture dont on va vraiment beaucoup parler chez Volkswagen en 2020, c'est l'ID3 ou ID3, enfin ou ID3, comme vous voudrez. On l'avait vu à Francfort. Là, ils sont obligés de la vendre. Hein. Mais ils ont la pression. Parce qu'il y a les nouvelles normes européennes qui arrivent. Là, et il faut faire oublier le scandale du Dieselgate. Donc voilà, Volkswagen n'a pas le choix. Volkswagen frappe fort. Décline ce modèle à l'envi. Il y aura, on verra, un SUV par la suite, une berline, peut-être un buggy, également une déclinaison de combi. C'est une voiture qui va servir à Seat, on en a parlé précédemment avec la Elborn. Sans doute à d'autres après. Et sans doute à d'autres. Donc voilà. Avec Ford, non si je me trompe pas, Ford va bénéficier également de cette plateforme à l'avenir, tout à fait. Donc voilà, Volkswagen se donne vraiment les moyens pour démocratiser l'électrique. Figurez-vous que cette voiture, elle sera vendue moins cher en entrée de gamme qu'une 208 électrique. Elle sera sous la barre des 30 000 C'est une compacte, c'est la gamme au-dessus. C'est une compacte. Elle a le gabarit d'une Golf, 4,26 m, alors qu'une 208, c'est une citadine, 4,05 m. Donc là, on va avoir une grande voiture avec une autonomie correcte en entrée de gamme, c'est 330 km.
pour 24 000 euros grâce... Une fois la prime déduite. Voilà, mais c'est le cas pour toutes les voitures électriques. On tient compte de cette aide de l'État. Alors ça fait un moment qu'on l'a vu d'abord sous concept, on l'a vu à partir de Francfort en version de série. Ouais. C'est quand les livraisons ? Ça devrait arriver au mois de juin 2020, et elle sera rejointe par la suite par donc un SUV ID4. Oui, alors c'est quoi ? C'est un SUV qui devrait s'étirer sur environ 4,63 m, soit un peu plus que la taille d'un Tiguan, entre un Tiguan et un Tiguan Allspace. Ça demeurera un monospace, un SUV 5 places, pardon. Et avec des motorisations un peu plus conséquentes que l'ID3, on nous promet 500 km d'autonomie. Et cette voiture, elle sera révélée à Chicago en février prochain. À Chicago. À Chicago, voilà. D'accord. Marché américain important pour Volkswagen, un modèle un peu plus conséquent en termes de gabarit. Mais voilà, ça va arriver en France. Ça devrait arriver fin 2020. Sinon, on a des inévitables SUV thermiques dans le tuyau. Oh, vous dites ça avec un ton. Non, mais... Ça a l'air de vous plaire. Parmi eux, on a un truc un peu exotique. C'est le T-Cross Sport. Alors, vous dites exotique parce qu'il sera entièrement développé au Brésil, c'est ça? Bah, c'est inhabituel. C'est la première. Je me rappelle de la Fiat Marea. Oh là là. C'était la Marea. Non, la Palio, pardon. J'ai essayé de l'oublier. La Fiat Palio qui a été développée au Brésil puis importée en Europe, si je me rappelle bien. C'est un peu la même histoire, là. Voilà, elle sera entièrement développée par la branche sud-américaine de la marque, mais vendue partout dans le monde. Donc, c'est un T-Cross. Le T-Cross est vendu depuis quelques mois en Europe. Et là, il va arriver avec cette déclinaison de coupé, avec cet arrière un peu plus tombant. La voiture devrait être un peu plus grande pour frôler les 4,20 m. Par contre, pas de motorisation hybride en vue. On sera sur du pur thermique. Je voudrais terminer par une jolie chose. L'Arteon Break. Ouais. Ah ouais. Si elle arrive. Oui, parce que ça fait un moment que j'en entends parler. Déjà, ça fait un moment qu'il y a l'Arteon et qu'on n'en voit pas. Ah, c'est pas des gros volumes, mais c'est une berline. Hein. C'est une grande berline, hein. Ouais. Beaucoup plus grande qu'une 508 qui a un peu justement lui aussi ce profil de berline basse. Normalement, un break devrait arriver en fin d'année prochaine. On l'espère. Ça devrait être pas moche. Pour le plaisir des yeux, ouais. Bon, Julien, on a fait le tour des nouveautés. C'est un programme pas de regret. Bien chargé. Non, aucun regret. Ça va être une belle année 2020. Eh ben, on s'arrête là. C'est comme ça. Eh ben voilà, c'est comme ça. Continuez à nous suivre évidemment sur Automoto parce qu'on va vous présenter tout au long de l'année. Et oui, Julien, il sera sur le pont. Il va prendre des avions et des trains pour aller voir des présentations de nouveautés et tout ça. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, machin. Enfin, on va vous en faire profiter. Voilà. Si ce podcast vous a appris des choses ou au moins fait marrer un petit peu, rendez-vous sur votre plateforme préférée pour vous abonner. iTunes, Spotify, Deezer, c'est vous qui voyez. Pouf, un clic, c'est bon, vous le recevez directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Mettez-nous aussi des petites étoiles, là, un commentaire, ça fait toujours sympa et en plus ça nous fait remonter, ça permettra à d'autres gens de découvrir ce qu'on fait. N'hésitez pas non plus à m'interpeller pour me dire ce que vous avez pensé de cette émission, pour poser des questions auxquelles on répondra dans les émissions suivantes avec notre fameuse adresse podcast@auto-moto.com. Allez, à très vite, ciao. Salut Andy, bye. Ciao. Tous les 15 jours, des voitures, des conseils et de la mauvaise foi. C'est le podcast Automoto.